La grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts Automoto est de retour sur Maxi Martinique. On peut s'applaudir, je pense. Ouais, on fait ça chaque semaine. C'est comme ça, nous, on s'applaudit. Voilà. Alors, sachez que cette émission est également filmée et diffusée sur grandautomobile.fr. Donc, si vous voulez la voir en streaming, ou celle de la semaine dernière par exemple, vous pouvez la retrouver facilement. Il suffit d'aller sur grandautomobile.fr. C'est facile comme tout. Alors, on remercie les partenaires si vous êtes d'accord. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île sûrement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous avons le plaisir, la joie immense de recevoir, mais vraiment, de recevoir donc une personne que vous connaissez bien, parce que vous la voyez au moins quand les vendredis soirs, c'est ça ? C'est samedi soir, juste après le journal. Le samedi soir, juste après le journal d'ATV. D'ATV, de Via ATV, et rediffusé le dimanche matin, il me semble, vers 10h55. Je suis pas sûre, mais bon. Donc c'est juste génial. Et donc c'est bien sûr Vanessa. On reviendra te voir dans un petit moment si tu es d'accord. Merci de m'accueillir et avec plaisir, on reviendra sur l'émission. Jimmy, une femme qui fait des essais, c'est juste génial, non ? Superbe. Et puis en plus, elle les fait avec... En plus, je suis juste à ses côtés, je suis ravi. Oui, mais t'as de la chance. Je la vois à la télé en général, mais là, je la vois en vrai, je suis ravi. C'est la seule fois où j'aurais bien laissé ma place, en fait. En tout cas, si vous ne regardez pas ces essais, vous vous trompez, parce que c'est des vrais petits bonbons acidulés qui se mangent comme ça. Merci beaucoup. Juste avant le journal de télé, ou juste après, je crois, peut-être, non ? Juste après le journal du soir. Juste après, voilà, tout à fait. C'est juste génial. Ou autrement en streaming, parce que moi, je les regarde en streaming. Et c'est très agréable de voir une jeune femme présenter les voitures. Ça change d'angle. Ça change. Nous sommes un peu mec quand même. Non, c'est très bien, On est un peu automoto, nous, quand même. Il faut qu'on change. Un petit peu. On va essayer de changer, de se féminiser un petit peu, peut-être. Mais on a ce qu'il faut. On a 3 superbes chroniqueuses avec nous, donc 4 avec Clara. Et puis au-delà de ça, ce qui est appréciable, c'est pas une question de sexe et de genre, c'est aussi que c'est local. Et ce qui fait plaisir avec cette émission, c'est qu'on voit des portions de route qu'on connaît, on voit des gens, des fois des invités qu'on connaît. Donc il y a cette adaptation au-delà même du fait que tu sois une femme. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, et Jean-Marc l'a souligné dès le départ, c'est qu'en fait finalement on casse des codes. Parce que les premières fois où je me suis présentée en disant je suis Vanessa et je vais présenter V8, j'ai vu dans les yeux qu'une fille qui va parler de voiture, elle va dire elle est bleue, elle est rouge et elle roule vite. Voilà, donc je suis contente aussi au-delà de présenter une émission au mieux de ce que je peux, mais c'est aussi finalement de faire tomber des barrières. Alors t'inquiète pas parce que tu vas avoir ton temps de parole tout à l'heure. Là on est juste dans la présentation de l'émission, mais on a bien compris. Donc on est avec Vanessa, donc Vanessa Gladone du magazine V8 sur Via TV. Et donc on est très content de te retrouver dans un petit moment pour parler de tout ça, et on va te travailler pour tout savoir sur l'organisation de cette émission. En tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir une femme qui fait des essais automobiles. Alors nous aurons aussi dans cette émission quelques temps forts, parce que donc Éléonore Théodose va nous parler. Oh, t'as hésité ? Non, j'ai pas hésité. J'ai voulu le capter vraiment pour que les gens retiennent. Éléonore Théodose va nous dire quoi ? Va nous parler du crash test. C'est exactement. Ça c'est intéressant parce que finalement, à quoi ça sert, dans quel but, etc. Comment ça se passe ? Qui paye, enfin qui finance le crash test ? Est-ce que c'est les concessions ? Non, les constructeurs ? Non. Non, parce que comment ça serait pipé ? On verra si j'ai la réponse ou pas. D'accord, voilà, c'est ça la question. Mais on donne de la bonne information. C'est ça dans cette émission, c'est ça qui est génial. Il paraît. Alors nous aurons encore un super temps fort tout à l'heure dans le dernier tiers de cette émission, car nous recevrons Cybèle Dermini, qui est responsable des ventes de l'espace entreprise de Peugeot Martinique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec Jimmy, cette semaine, on a essayé la nouvelle 308. On a fait le boulot de Vanessa. Vanessa, tu l'as déjà essayé encore ou pas ? Non, pas encore. Tu vas pas tarder sûrement. Écoute. Elle vient d'arriver, c'est normal, tu vas l'essayer. Elle est magnifique, ceci dit. Elle est magnifique. On va voir que la 308 GT, en plus en version GT, on va voir que Peugeot, quand même, avec cette voiture, s'approche un peu de la 508. Ils essayent de monter un peu en gamme. Alors, est-ce que c'est pour répondre à l'ADS ? Sûrement, non ? Peut-être pas, mais en tout cas, la montée en gamme est réussie et le véhicule a vraiment de vrais atouts, de vraie qualité. Bref, si vous êtes d'accord, on y revient tout à l'heure et on regarde ce qui va se passer la semaine prochaine dans l'Instant Auto. Vous êtes d'accord aussi ? Oui. Allez, l'Instant Auto tous les matins à 7h10 et 8h10, Vanessa, si tu es en voiture, un de ces quatre. Écoute Maxi, 107.1, 107.3. On fait une petite rubrique de 3 minutes et demie pour donner l'envers du décor du marché automobile. C'est souvent pas trop de chiffres quand même, mais on parle beaucoup de choses, les voitures volantes, des choses nouvelles, etc. Et on va voir donc justement la semaine prochaine, Jimmy, alors c'est quoi ? L'un des premiers sujets, comment bien laver son moteur automatique. Ouais, c'est tout bête, mais on lave souvent les voitures
à l'extérieur. Et puis de temps en temps, vous avez des gens qui sont très passionnés, qui veulent aussi avoir un moteur hyper propre. Alors on vous donne quelques conseils pour bien laver votre véhicule et surtout pour qu'elle puisse redémarrer après. C'est important. Vas-y Jimmy. Comment bien acheter sa moto en Martinique? Oui, c'est important parce que vous avez vu que le marché s'étoffe en Martinique. Les offres sont de plus en plus importantes. Il y a de nouveaux concessionnaires. Il y a des motos électriques bien sûr qui arrivent aussi sur le marché. Donc comment faire pour bien acheter sa moto? Oui, il y a des choses à savoir impérativement pour pas se faire avoir. Alors pas par les vendeurs ou par le concessionnaire, mais pas se faire avoir sur le modèle qu'on devrait avoir. Et on se trompe de dimension, on se trompe de type de moto. Ça serait dommage. On en parle dans l'instant. On en parlera. Comment bien désinfecter sa voiture? Stop Covid-19. Et oui, ça aussi important. En dehors des filtres bien sûr qu'il faut changer dans sa voiture très régulièrement, les filtres qui vous sont proposés par le constructeur. Il y a un moyen aussi de désinfecter son véhicule à l'intérieur pour être sûr de ne pas attraper ce virus-là, mais d'autres aussi. L'histoire d'Ari Vatanen, un grand champion. Alors là, je vous le dis, j'aimerais bien l'avoir dans l'émission. Donc, vous voyez, je lance un petit scoop parce que donc on est en train de discuter. Pour essayer de le faire venir, on aimerait bien le faire venir en Martinique. Pour un monsieur très abordable. En plus. Voilà, très gentil adorable. Surtout. Voilà, adorable. Ouais. Et bien là, on brosse un peu le portrait d'Ari Vatanen, qui n'a pas toujours été d'ailleurs sur le circuit du rallye quelqu'un de comment dire, on va dire, de calme. Il a parfois cassé quelques voitures et on lui a parfois reproché, mais il a aussi gagné quelques courses et c'est devenu un vétéran, référence quand même. Il a une grande carrière. Une grande carrière. Et l'un des derniers de ces sujets, quelle est la durée de vie de vos amortisseurs? Oui, c'est de l'information pratique ça le matin. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas toujours. Mais c'est vrai que les amortisseurs ont une durée de vie. Ouais, puis ça s'entend. Moi, en tout cas, sur la mienne, je l'entends. Exactement. À moins de changer les miens. Voilà, super. Tout seul en plus. En tout cas, c'est... Il n'y a pas eu de vanne sur la voiture d'Éléonore, je tiens à le signaler. On va faire un spécial, c'est sûr. Non, en tout cas, sachez que les amortisseurs, c'est un organe de sécurité essentiel dans le véhicule. Parce que même si vous avez des bons pneus, par exemple, je sais pas, vous videz les poches en achetant des super Michelin, vous en avez mis pour 1 500 €. Si vos amortisseurs sont nazes, vous pouvez quitter la route bêtement. Donc oui, c'est important de savoir quand changer ces amortisseurs. Surtout avec la route en Martinique, avec beaucoup de ralentisseurs, tu le sens tout de suite. Tu roules en voiture, bien sûr, Vanessa. Bien sûr. Alors, tes amortisseurs, tu les changes? Mes toutes amortisseurs. C'est vrai que les routes martiniquaises ne sont pas dociles, elles ne sont pas faciles à appréhender, surtout pour nos véhicules, parce qu'il y a beaucoup d'ornières quand même sur la route. Mon véhicule est assez récent, donc non, pas de souci d'amortisseur de ce côté-là. D'ailleurs, on a parlé déjà de l'histoire des routes finalement qui pose quelques problèmes quand on achète un véhicule neuf. Les véhicules vieillissent plus vite ici, alors bien sûr à cause de l'iode en particulier, à cause du stockage aussi, parce que souvent les voitures sont stockées au soleil, ce qui fait qu'elles prennent 1 an en 6 mois. Donc il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on reviendra sans doute un jour avec Clara. Ce sera un de ces sujets sûrement. On en avait déjà parlé et ça reviendra sur le tapis. Sur la route. Histoire de bien me faire taper par tous les concessionnaires du coup. Encore une fois, c'est toi qui paye les procès. Oui. On se tourne vers Éléonore, si vous êtes d'accord. Éléonore Théodose, qui a changé de type de chronique. D'habitude, c'est l'histoire de, et là, non. Ouais, alors justement, je me demandais comment vous choisissez vos chroniques, vous. Parce que moi, comment j'en suis arrivée à trouver les crash tests. En fait, on peut se poser la question. Ouais. Vraiment, c'est parce que je regardais les discours. Alors déjà, j'invite tout le monde à aller voter puisqu'on est en période de vote, donc c'est important de le dire. Il va y avoir les élections présidentielles, donc j'espère que chacun pourra se rendre pour remplir son obligation. Quand on diffusera cette émission, on sera au 2e tour en fait. Voilà, mais même, quand bien même, je suis contente de le rappeler. Oui. Et je regardais un peu les discours des candidats qui passaient et... Dans mon imagination, je me disais, j'aimais bien l'époque, c'était en amont, où il y avait des interventions, on peut le voir sur l'ensemble de la Caraïbe, de personnes qui appellent pour pouvoir poser des questions aux politiciens présents. Et c'est un exercice qui est, à mon avis, extrêmement difficile. Je pense que Vanessa, tu pourras intervenir là-dessus quand on est en direct et que quelqu'un vous pose une question, même si on a bien préparé son sujet. Ça peut vraiment être très glissant. Et je me suis dit, l'expression m'est venue en me disant, c'est vraiment un crash test pour eux, quoi. On a une stratégie, on a une ligne de route et boum, il y a quelqu'un qui arrive et poteau. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, tiens, je vais faire les crash tests. Ouais, donc absolument rien à voir, mais... ça va loin et toi, ça va vachement loin. C'est comme ça. Comme toutes les chroniques chaud. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est surtout que c'est une belle métaphore de la vie en général. On parle souvent d'obstacles de vie, de résilience, et le crash test, il est fait pour ça, parce que c'est quoi en fait la fonction d'un crash test ?
C'est fait pour évaluer exactement la résilience et savoir comment une voiture, une automobile ou alors une moto ou en tout cas un véhicule, parce que c'est aussi fait sur des locomotives, peuvent amortir un choc et puis aussi les conséquences sur les êtres qui se trouvent à l'intérieur. Bien sûr, on a tous vu ces images à la télé de mannequins là, avec des... Avec la tête qui s'éclate. J'ai un copain qui fait ça, hein, mais bon, il est 6 mois, il travaille, 6 mois il en arrête. D'ailleurs, à la fin, je vais passer un petit papier pour ceux qui veulent être recrutés. Pas cher. Non, tu veux pas. Ok. En tout cas, pour revenir sérieux, dans l'achat d'un véhicule, c'est vrai que le crash test, ça peut être un élément très intéressant pour pouvoir savoir si la voiture a cette fiabilité ou pas. Oui. En sachant que la majorité des voitures passent le cap Oui, alors qu'est-ce qu'on met derrière crash test? Donc c'est une opération qui est réalisée en laboratoire qui consiste à tester le comportement des véhicules en cas de choc ou de collision. Il y a 2 méthodes. La première, il s'agit de projeter à une vitesse donnée sur un obstacle massif, et la seconde, c'est de laisser le véhicule immobilisé et de le soumettre à un choc d'un mobile de masse. Donc là, tout ça, ça va être calculé par des ingénieurs pour pouvoir être dans une situation la plus fidèle possible. Alors le but, c'est vraiment de reconstituer les conditions du choc dans la réalité et de mesurer les déformations de sa structure et les dommages résultants pour les passagers. C'est ce que je vous disais auparavant. Alors, le contexte, quel est-il? Comment on en est venu au crash test? Dans les années 30, il y a une multiplication des automobiles, des moyens de transport avec la révolution industrielle en amont et puis ensuite la volonté, la démocratisation de ces automobiles. Et puis la hausse du niveau de vie. Et dans les années 70, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais dit, les chiffres que j'ai pu vous donner d'accidents de la route, le record. C'est terrible. Je regarde Stéphanie. Stéphanie. Oui, 18 500, 600 personnes tuées en 1972. Sur une année? Sur une année en France métropolitaine. Sur une année. Et c'est pour, en comparaison, en 2021, on était à 3221. Sachant que dans les années 70, je pense que la population était moindre par rapport à maintenant, et l'accès aussi à l'automobile du fait de l'argent était aussi différent. Donc et surtout la vitesse à laquelle on roulait à l'époque, les routes ne permettaient pas de rouler très très vite. Donc, donc les infrastructures ont évolué, c'est énorme le ratio. Oui. La vitesse et puis les voitures, parce que les voitures et les routes, l'état des routes. L'aide à la conduite, dans les années 70, l'aide à la conduite, c'était ta femme à côté qui disait oh chérie, tu roules trop vite, baisse un peu quoi. Non mais sérieusement, il n'y avait pas de limitation de vitesse à ce moment-là, je ne sais pas. Alors si, mais ça a évolué. Il y a eu des premières limitations qui ensuite sont devenues beaucoup plus sévères, et justement par rapport à ce constat, avec la prévention routière aussi qui s'est développée. En tout cas, il n'y avait pas de radar, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Pas comme maintenant. Tiens, d'ailleurs, l'histoire du radar, il faudrait que je le fasse un jour. Oui, c'est important aussi. Ça serait intéressant. Pour ceux qui ont connu quand même les années 70, il ne doit pas y en avoir beaucoup ici, peut-être moi. Toi. Oui, moi. Non, mais c'est vrai que quand on partait en vacances avec ma famille, nous, on partait beaucoup en vacances en voiture. Et c'est vrai qu'on voyait des accidents qui étaient terribles parce qu'il n'y avait que de la tôle, en fait. Il n'y avait rien pour se protéger et on voyait des morts tout le temps. C'était une hantise. Franchement, le sud de la France, avec les accidents de la route, d'abord des bouchons de 3 heures, et puis vous arriviez, vous passiez à côté de la voiture, mais vous saviez que les gens étaient morts, c'était obligatoire. Je rebondis sur ton souvenir. Ça montre bien que les constructeurs de l'époque ne prenaient pas en considération justement cette résilience. C'était pas pensé vraiment dans le projet en tant que chose essentielle, et aussi dans la sécurité des passagers. Donc ça a été vraiment une grosse prise de conscience, et là le législateur s'en est mêlé. Des lois sont sorties tant au niveau communautaire avec une réglementation assez sévère qui ensuite, ça c'est du droit, doit être décliné au niveau national, et on en est arrivé à avoir 2 acteurs de référence dont je vais vous donner les noms, j'espère que d'ici une heure vous n'aurez pas oublié, qui s'appellent l'Utaxeram et l'Euro-NCAP. L'Utaxeram, c'est au niveau français. NCAP. Voilà. On dit comme ça, on dit l'Euro-NCAP. Bon, si tu veux. Et et l'NCAP, donc au niveau, ça c'est communautaire. Je me suis surtout... Alors, au niveau national, c'est celui qui va pouvoir appliquer la réglementation du communautaire. Mais là, je vais m'intéresser un peu à ce qu'on fait au niveau européen, puisque tous les membres de la NCAP, de l'NCAP, appliquent à peu près les mêmes règles. Sûrement les mêmes, Voilà, et puis les mêmes méthodes. Alors, on va distinguer plusieurs types d'essais. Vous allez avoir le premier qui s'appelle l'impact frontal partiel, le second, l'accident latéral, et ensuite l'essai
l'essai du poteau. Et puis il y a aussi des tests piétons. Là, je me suis arrêtée à l'automobile parce que je sais que je regarde Stéphanie en même temps qui est passionnée de moto. Ça pourrait être très bien fait sur la moto. Alors, à quoi ça sert en fait de faire ces tests? Ça va vous permettre d'avoir une évaluation à la fin qui va être mesurée sur 5 étoiles. Donc, il y a des tests qui sont obligatoires. Et puis, le troisième que j'ai cité ne l'est pas parce que c'est sur un certain type d'airbag qui ne sont pas forcément mis dans toutes les voitures. Donc, si certaines automobiles vont passer ce test-là, ils auront des points en plus de majoration pour avoir un test meilleur. Derrière ça, vous imaginez bien qu'il y a certes la sécurité qui est devenue maintenant au niveau des marques primordiale. Ah oui. Alors avant, on n'en parlait pas. Ils communiquent dessus. Voilà, ça fait partie, c'est un argument de vente, la sécurité. C'est un argument de vente. D'où la mise en lumière de ces tests-là. Et puis, ces étoiles vont permettre d'évaluer entre les marques qui vont pouvoir aussi se concurrencer. Moi, je suis à 3, moi, je suis à 5. Voici mon évaluation. Au niveau européen, on est toujours un peu plus en haut puisque l'idée, c'est de pousser vraiment et de dépasser la législation française, de se dire, bon, OK, il y a le minimum. Et puis, si on peut faire des tests en plus, on pourra les valoriser, même si à la base, c'est pas obligatoire. Alors, comment ça se passe ? Je vais vous prendre l'impact frontal partiel qui a été défini à la base par le Comité européen de sécurité automobile et donc imposé par la législation à tous les véhicules. Les voitures sont alors projetées à 64 km/h sur une barrière immobile en béton. Vous imaginez ? Génial. Uniquement 40% de la largeur totale de la voiture va heurter la barrière. Oui, c'est un voir angle. sur le test que la voiture va dévier en fait. Elle ne rentre pas et c'est fait exprès. Ceci explique donc le mouvement qui est déporté de la voiture après le choc. On met à l'intérieur les acteurs primordiaux de cette les deux mannequins qui sont appelés des mannequins de type hybride 3, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, qui sont installés à l'avant du véhicule et vont mesurer les contraintes biomécaniques subies par l'occupant. Alors oui, ça c'est un test, on va dire un test en temps réel, matériel. Il y a aussi des tests qui peuvent se faire par informatique. Ce sont deux choses. Mais l'avantage des tests que l'on fait par informatique, où on va rentrer des données avec des ingénieurs derrière, c'est que ça coûte moins cher que quand vous mettez une installation matérielle. Mais on s'aperçoit que sur les deux cas, quoi qu'il advienne, même si les résultats sont plus fiables en réel, puisque on voit l'impact sur la voiture en réel, ça reste très difficile. Moi, j'ai lu plusieurs articles là-dessus, de mesurer l'impact réel. C'est vraiment, ils disent que capter une situation de réalité, c'est très très complexe. Je voulais. Alors, on me fait signe, rapidement, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je finisse rapidement, alors qu'il y aurait tellement de choses Vanessa à dire. connaît bien ça, je veux dire. Vanessa, tu connais ça, les techniciens qui te font des grands signes. Ça suffit, tais-toi, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, allez, alors, on est à la fin là. Oui, à la fin, pour revenir. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez nous écrire sur le site et je pourrais mettre la chronique avec en entier parce que j'ai plein d'éléments que j'aimerais partager. Il y a des actions de sensibilisation sécurité routière qui ont été tournées vers les crash tests, des crash tests pédagogiques. Alors, c'est ce qu'on a. On va sur un circuit, on fait des glissades. Il y a aussi des déclenchements de airbags pour pouvoir montrer aux conducteurs. Ils l'ont fait vis-à-vis de jeunes, parce qu'on sait aussi que les problématiques de vitesse, c'est sur des tranches d'âge bien déterminées. Et c'est pourquoi, moi, je trouve ça très très bien qu'il y ait plus d'actions de sensibilisation qui se développent dans ce sens. Il y a beaucoup de tests. On peut même porter des lunettes qui représentent un peu la vision floutée de l'ivresse. De l'ivresse, voilà, mais ça, on en a. Donc, ils mettent aussi pas mal de choses pour... parce que quand on est ivre, forcément, la réactivité n'est pas la même. Bien sûr. Et donc, ils mettent en place plusieurs petites choses amusantes à tester. Alors, le seul limite de ces lunettes-là, que les gens peuvent faire la réflexion, parce qu'en action de sensibilisation, on le voit, c'est qu'ils se disent, mais moi, quand je suis bourré, je vois pas ça. Mais en fait, il faut qu'ils comprennent que les lunettes retranscrivent ce que le cerveau traite. Comme, tout à fait. Et donc, en réalité, on ne voit pas comme ça. Il ne faut pas oublier que sur la Martinique, on avait avant la voiture tonneau. Oui. Voilà, dans les collèges où ça permettait justement de tester le crash test. Alors, ok, donc tout ça, c'est très bien. Bravo pour ta chronique, c'est super parce qu'elle est vraiment juste et précise. Sachons quand même aussi, alors d'où c'est parti le crash test ? C'est parti d'une marque suédoise
C'est en Suède qu'est né en fait. C'est un constructeur qui a imaginé le crash test pour ces voitures, c'est Volvo pour tout dire. Et donc c'est à partir de là que les Européens ont pris conscience qu'effectivement les constructeurs en particulier qu'il fallait plutôt préserver leurs consommateurs plutôt que de les laisser mourir sur la route au milieu de la tôle. C'est comme ça que c'est parti. Bon, voilà. Après, l'Europe pays du nord de l'Europe ont toujours une longueur d'avance. Si vous êtes d'accord, Vanessa, si tu es d'accord, on fait une pause pub et on se retrouve avec toi tout à l'heure pour savoir un petit peu gratter un peu de ton émission, savoir comment ça se passe. En fait, tu sais, voilà, on essaie de voir pour essayer de faire la même chose. On verra peut-être avec Éléonore, on verra, tu vois. La pause pub, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, c'est le retour de la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr. La bande AJM, c'est les experts Automoto tous les vendredis soirs à 18h. On a changé d'horaire. Non, parce que Éléonore m'a appelé la semaine dernière. Elle me dit oui, mais ça passe pas l'émission. C'était 19h. Je dis mais elle est passée l'émission, Éléonore. Enfin, n'importe quoi, Éléonore. Bah, il est revenu à l'heure habituelle. À l'heure habituelle, 18h. Et vous savez que c'est la sortie du bureau. Et qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est super parce que je vous attrape à la sortie du bureau. C'est super, hein. Et c'est juste en plus avant ton émission. Donc tu vois, on se marche même pas dessus. Ton émission c'est le vendredi, la mienne c'est le samedi. JM. Alors rappelez-vous que cette émission est également filmée. Bon, c'est vrai que je suis comme ça moi. On a 24 heures d'avance. Non, c'est le vendredi. Voilà. Dans une heure, il dira que c'est le lundi. Donc prépare-toi à 15h. On a compris, c'est le samedi. Bon, c'est le samedi. Lundi au vendredi. Alors, cette émission est également filmée et diffusée sur GrandAutomobile.fr, je vous le rappelle. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles. Merci à l'Hôtel Batelière. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy. Et donc, c'est Clara Elmira qui a eu la grande idée. Mais alors, ça, je reconnais bien en Clara, cette espèce de lumière. Quel génie alors. Ouais, non, c'est un génie en fait, c'est vrai. De proposer d'inviter Vanessa Gladon, qui est avec nous depuis tout à l'heure. On l'a pas encore présenté. Donc Vanessa est née en 82. C'est une ancienne athlète française au sein de l'équipe de France, multidisciplinaire, reconvertie aujourd'hui au journalisme après avoir obtenu un diplôme de l'école de journalisme. Donc on n'a pas fait n'importe qui. Et bien sûr, elle est présentatrice, auteure et réalisatrice de documentaires en particulier via TV. Donc, alors mon documentaire n'a pas été diffusé chez Via TV, mais tout à fait. Voilà, en tout cas animatrice, journaliste sur Via TV. Via TV, depuis un an et demi. Et tu présentes une émission qui pour nous revêt une grosse importance, que c'est V8. Et V8, c'est des essais automobiles. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est une femme qui amène toute ses étincelles et sa vision des choses sur ces essais qu'elle fait. Si on les compare aux nôtres, on est un peu plus technique, on va dire un peu plus industriel, on va dire. Non, toi, tu es plutôt dans l'artisanat, tu lui montres les petites voitures avec son sourire, avec des invités parfois. C'est très ludique. Et je laisse la parole à Clara. Ah, j'ai cru que tu allais faire la chronique. Moi aussi, je me sentais lancée, j'allais dire Clara. Non, mais j'aime bien Vanessa, j'aime bien son style, donc j'ai insisté un peu, c'est vrai, mais merci beaucoup. J'aime bien cette émission, elle est vraiment Non, mais je plaisante. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai retiré ma casquette d'investigatrice. Pour votre plus grand plaisir, puisqu'on reçoit Vanessa, que vous connaissez déjà sûrement tous. En tout cas, si vous vous intéressez à l'automobile, a priori, si vous nous écoutez, vous regardez Vanessa avec plaisir, je pense. Donc c'est une émission, on l'a dit, consacrée à l'automobile sur Via TV le samedi soir après le JT. C'est ça, tout à fait. Juste après, généralement, c'est Johan Charpentier. Ce n'est pas le vendredi, je répète, ce n'est pas le vendredi. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Vanessa. Avec plaisir, Clara. Tu as pu le constater, très plaisir de te recevoir. Tu vas nous parler de ce nouveau programme que tu drives du coup depuis la rentrée. Oh, bien joué. Excellent. Sans vilain jeu de mots, n'est-ce pas? Et sans dérapage. Et sans dérapage. On n'a pas encore terminé. Oui, j'allais dire. C'est bon, ça arrête. Pour le savoir. Bon, avant ça, on refait. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un crash test, donc ça va. C'est pas un crash test. Voilà. Ça y est, on a fait la boucle. Alors du coup, petite présentation. Jean-Marc l'a dit, tu es une athlète reconnue puisque tu as remporté de multiples titres, sur pas moins de 4 disciplines, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et ce qui est de notable sur cette information, c'est que tu es la seule à avoir fait ça en France.
Il me semble, enfin, je n'en connais pas d'autres, ouais, tout à fait. Je les ai éliminés. non, je parle de l'histoire de l'athlétisme, en tout cas en France. Je ne connais personne qui ait cumulé 4 disciplines avec 4 titres. En tout cas, c'est un sacré palmarès. Justement, l'idée, c'est surtout qu'on t'écoute parler. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce beau parcours ? Est-ce que tu as démarré l'athlétisme par passion ? D'où est venue cette détermination justement à pouvoir mener cette belle carrière ? Alors pour répondre à, rappelle-moi ton prénom. Répondre à Jimmy, 4 disciplines, le triple saut, le saut en longueur, le saut en hauteur et l'heptathlon. L'heptathlon, tu sais, c'est une épreuve qui cumule 7 épreuves. 100 mètres haies, le saut en hauteur, le saut en longueur, le 800 mètres, le lancer du poids, le 200 mètres et puis il manque une épreuve, le lancer de javelot. Voilà, donc championne de France de ces 4 disciplines, enfin 4 disciplines mais multiples, je pense que je dois avoir une dizaine de titres de championne de France tout cumulé. C'est beau ça. Bravo, ça mérite amplement, c'est sûr. Et pour finir sur le palmarès, demi-finaliste des championnats du monde, c'était en 2009 où j'ai eu l'occasion de voir Usain Bolt battre le record du monde, donc sous les yeux, ça va très très vite. Et j'ai gagné le jeu de la francophonie au Liban, pareil, la même année, en 2009. Donc une carrière d'athlète bien remplie qui a débuté ici en Martinique avec le club de l'US Robert, tout simplement parce que je faisais de la gym en fait, comme les gentilles petites filles. Je faisais de la gym le mercredi et puis j'avais une fenêtre à l'arrière du gymnase qui donnait sur une piste d'athlée. Moi je les voyais passer, courir, moi, je voyais mon cousin et je me suis dit tiens, j'irai bien. Au début j'ai cumulé les deux et puis très vite ma mère m'a dit quand tu rentres de la gym t'as encore plein d'énergie, puis quand tu rentres de l'athlé t'es cuite, t'es allé au bout de l'effort, donc je pense que l'athlé c'est peut-être fait pour toi, tu peux te dépenser. Une chose en emmenant une autre. À l'époque l'UNSS était lié à l'US Robert, le club du UNSS du collège de Paul Saint-Fort du Robert était lié au club de l'US Robert, donc quand je commençais à faire des compétitions pour l'UNSS, logiquement on m'appelait pour faire des compétitions pour l'US Robert. Moi je comprenais même pas la différence à l'époque. Et puis une compète en emmenant une autre, j'ai battu très vite le record de la Martinique sur le saut en hauteur, donc quand on comprend qu'on a des capacités, on continue. J'ai voulu voguer vers d'autres sports, mais on m'a dit non, t'as l'air doué, t'as l'air d'y prendre plaisir, reste-y. Et voilà, ça a duré. C'est une histoire d'amour qui a duré jusqu'à il y a 10 ans, puisque j'ai arrêté en 2012. Donc tout pile 10 ans. Ça a l'air de s'être fait naturellement. En fait, il n'y avait pas de question finalement. C'était ta vocation. C'était je me suis pas posé ces questions, tu sais, c'est juste tu mets un pied devant l'autre, tu es appelé pour une autre compète. À l'époque, ton nom était sur un tableau. Donc moi j'allais voir, il y a mon nom sur le tableau, et rendez-vous à 14h. J'allais à 14h et puis mon nom est sur le tableau pour partir en France. Je pars en France et voilà. C'est génial. C'est souvent, je dis, j'ai pas choisi l'athlétisme, c'est l'athlétisme qui m'a choisi. Ouais. On retrouve ça souvent dans les témoignages des grands champions. Il y a un travail énorme, mais il y a ce côté, comme tu dis, très dans le présent. Si je mets un pied devant l'autre, tant qu'il n'y a pas de gros accidents pour revenir, finalement, c'est un juste retour de tout ce que tu fais. Ça, c'est la vision que l'on a quand on est débutant. D'accord. Quand on est débutant, on prend plaisir à être avec les amis. En revanche, quand on commence à faire des choix de carrière, là, on n'est plus dans le présent. D'accord. Et du coup, ça m'a manqué dans ma carrière parce que je n'ai pas apprécié mes titres à leur juste valeur. J'étais tout le temps... J'ai travaillé dur, donc j'ai gagné, et c'était normal pour moi. Et puis j'étais passée déjà à autre chose, et puis c'était l'équipe de France, etc. J'étais toujours en fuite en avant, courant vers l'objectif suivant. Et malheureusement, aujourd'hui, je me souviens quand j'étais double championne de France la même année, de 100 longueurs et du triple saut. J'ai gagné le triple saut devant Teresa Anzola qui a encore le record de France. Oui. Et le record de France du triple saut, et j'ai gagné la longueur devant Héloïse Le Sueur qui était la meilleure sauteuse en longueur. Donc c'était des gros titres que j'avais remportés devant les meilleurs de France à ce moment-là, et j'ai même pas apprécié parce que j'étais déjà partie sur autre chose, et j'ai mis 6 mois à le réaliser, mais 6 mois plus tard, personne n'était dans le mood, personne n'avait plus envie de fêter avec moi, et j'étais déjà dans une autre préparation. L'avantage, c'est que ça t'appartient à vie, c'est ton parcours. Oui, mais bon, la fête n'est plus la même. Mais bon, enfin,
Donc, au contraire, si on pouvait lancer un appel et dire que le moment présent, il est important. C'est vraiment l'apprentissage que j'ai fait et puis que j'essaie d'appliquer je me le permets plus possible. Juste puis après, je tout le monde fait piquer de toutes les matières, parce que tu es vraiment pluridisciplinaire, même s'il y a des points communs entre ces différentes disciplines. Quelle est celle qui te tient le plus à cœur, que tu apprécies le plus de faire ou que tu apprécies? Mon histoire d'amour a commencé avec le 100 hauteur. Je pense que j'avais pas forcément le physique parce qu'il faut vraiment un rapport poids-puissance important. Moi, je mesure 1m83, mais j'ai une grosse musculature et une grosse ossature aussi. En revanche, je pense que le triple saut était vraiment fait. J'étais vraiment bâtie pour le triple saut. Donc, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le 100 hauteur, mais je pense que physiquement, j'étais faite pour le triple saut. Clara? Alors, un parcours en STAPS, une brillante carrière d'athlète en équipe de France, puis changement de carrière avec une école de journalisme. Quand est-ce que tu as décidé de devenir journaliste? Comment ça t'est venu? Quelle a été ta motivation? En fait, c'est quand elle m'a vu rater mon saut à la hauteur que je vais changer de métier, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus souffrir mes yeux. Je me suis longtemps cherchée, parce que j'ai d'abord fait un master STAPS, après j'ai fait une école de podologie, après j'ai fait une école de responsable qualité. Je suis partie vivre aux États-Unis, je suis partie vivre à Miami, et avant ça, avant de partir, j'étais sur toutes les affiches dans le métro, sur le périph', etc., pour une compétition d'athlétisme. Ça m'a mis énormément de pression. J'étais en plus complètement à la rue, j'étais en école de podologie à ce moment-là, et j'étais très investie dans mon école, donc mon niveau sportif avait largement décliné. Mais j'étais sur toutes ces affiches et j'avais une pression énorme en me disant que j'étais sur l'affiche et que j'allais être ridicule. C'était à Bercy, c'était les championnats de France à Bercy. Il y avait des grosses pointures comme Eunice Barber qui a été championne du monde du saut en longueur et de l'heptathlon, dans les disciplines que j'ai pratiquées. Et, à ce moment-là, surprise, je gagne. Bercy, devant Eunice Barber, alors que tout l'hiver j'étais vraiment ce on dit chez nous dans le jargon à la rue, c'est-à-dire que je passais même pas la barre des 6 mètres, autant dire que jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu gagner. Je gagne, je fonds en larmes devant un public survolté, vraiment la salle était pleine à craquer. Et ce jour-là, le lendemain, je crois que je fais une prise de sang pour le suivi longitudinal de l'athlète, pour savoir si déjà il est en bonne santé, et puis pour vérifier s'il ne prend pas de produits illicites, si tout va bien dans son sang. Ce n'est pas destiné qu'à ma personne, évidemment, tout le monde a ce suivi-là. J'ai rencontré une femme qui m'a dit merci. Bon, je lui ai dit mais pourquoi merci? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit j'étais à Bercy, je vous ai vu gagner, merci pour la passion que vous transmettez, merci pour ce que vous nous avez donné. Et partie aux États-Unis, seule dans mon coin, j'ai réfléchi, je me suis dit mais comment je pourrais continuer à apporter du bonheur aux gens? Et la télé et la radio, parce que j'ai fait aussi de la radio, était un moyen de parler une fois, d'enregistrer une fois et de parler à plein de gens et plusieurs fois, puisque maintenant c'est rediffusé, c'est en replay, c'est en streaming. Et puis là, tu as de la chance, c'est dans une émission qui fait 12 ou 15 millions de téléspectateurs en Martinique, donc c'est génial. Tu es sûr d'avoir une audience. Millions. Quelle chance. J'ai failli quoi? So what? Allez, on s'applaudit. C'est à peu près ça. Peut-être qu'on va les attendre avec toi aujourd'hui. On ne sait pas. Alors là aussi, tu excelles, puisque tu as travaillé pour France Télévisions, Bein Sport, Canal+ France et Canal+ International. Aujourd'hui, tu es chez Via TV depuis 2020. Tu as géré l'émission Sport Attitude. Tu gères encore le sport sur Via TV. Je reste dans cette année, on l'a dit, on te retrouve à la tête de V8. Est-ce que tu peux... On va passer au programme de l'émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu choisis tes invités? Est-ce que tu choisis tes modèles? Nous raconter un petit peu l'envers du décor. Alors les modèles, c'est les voitures, forcément, par définition. Les modèles, c'est les voitures. Quand tu dis les modèles, c'est les voitures. Oui. D'accord. Je pose la question. Les modèles de quoi, sinon? Non, ça peut être des hommes, des femmes, des modèles, quoi. Oui, tout non, c'est des voitures. Alors, chez Via TV, j'ai une belle équipe autour de moi. Vraiment, c'est une émission qui est fournie en spécialistes. Donc, je ne choisis pas les modèles. Il y a une cellule qui fait le tour des concessions et qui décide, avec le service marketing de la concession et notre service marketing chez Via TV, pour choisir le modèle. Une fois que le modèle m'est proposé, je choisis l'invité en fonction au mieux
de ce qui pourrait coller. C'est-à-dire qu'évidemment, une citadine n'est pas un Dodge ou un Ram, un L200 n'est pas un Mitsubishi, voilà, etc. Donc en fonction de la bouille de la voiture, j'ai envie de dire, je suis inspirée pour tel ou tel invité et puis des personnalités que nos téléspectateurs reconnaissent assez facilement. Alors on parlait tout à l'heure un petit peu de l'audience de l'émission, bien sûr c'est toujours important l'audience, on est tous assujettis à ça, et tu me disais tout à l'heure en off, tu me disais oui mais ce qui est bien c'est que moi je touche une clientèle un peu particulière, tu peux nous en parler un petit peu justement par rapport à ton positionnement que déjà Grand horaire. Automobile, comme vous êtes vous sur le web, sont des gens qui viennent chercher une information. Moi j'estime que je fais aussi du divertissement. Alors je me dois d'être un peu technique parce qu'il faut que les spécialistes auto sachent, qui se reconnaissent quand même dans l'émission, mais il faut que je pars toujours du principe qu'il faut que ma mère, ma grand-mère et mon petit cousin puissent se retrouver aussi et qu'ils passent un bon moment, parce que c'est une émission qui est subie, c'est-à-dire qu'on regarde le journal, on attend l'émission qui vient, alors en ce moment c'est The Voice, donc en attendant The Voice, on subit un peu V8, on peut ne pas aimer l'automobile, ce que je comprends, certains disent oui j'ai une voiture rouge et puis ça s'arrête là, donc mon challenge, c'est vraiment de parler à tout le monde et surtout qu'ils passent un bon moment. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'apporter une touche de sourire, une touche de bonne humeur. Sur ça, je pense que j'essaie d'être coloré dans mes vêtements pour que simplement la minute d'émission, elle se passe au mieux pour tout le monde. Ça se ressent de toutes les façons, tu rayonnes, tu nous diffuses ta joie de vivre, on te regarde avec l'émission, avec ton invité aussi, il y a toujours une bonne humeur, une bonne ambiance, donc... Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la préparation ou dans la présentation de l'émission ? Qu'est-ce qui te motive le plus ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus ? Honnêtement, la voiture me motive. Il y en a un, j'imagine, comme toi, GM, qui motive un peu moins que d'autres. Il y en a qui sont tellement classiques à force de cumuler les voitures. Je me dis, qu'est-ce qui... c'est qu'une voiture de plus, finalement. Puis certains modèles. Moi, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour le Ram Laramie, c'est le 1500 Ram Laramie, je l'appelle mon gros bébé, j'ai fait des bisous et des câlins parce que c'est un véhicule tellement hors du commun. Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Qu'est-ce qui me plaît ? C'est l'extravagance américaine, l'exubérance américaine à l'état pur dans cette voiture. Le confort, évidemment, c'est ce qui est impressionnant, c'est presque cette dualité, cette ambivalence de la robustesse de la voiture à l'extérieur et puis du luxe à l'intérieur. Vraiment, c'est ça qui me... Déjà, le premier contact avec la voiture me provoque quelque chose, et puis au fur et à mesure de la découvrir, de voir des petites choses quand le constructeur a pensé à une petite chose qui diffère des autres voitures, comme la Honda i. Moi, j'adore cette petite voiture. Elle est assez atypique. Elle plaît ou elle déplaît. Elle est clivante. Et moi, j'aime bien que les constructeurs se positionnent. Je trouve, je vais lancer un cri du cœur. Je trouve que Audi, c'est se lissent un petit peu trop. Ils font des véhicules qui sont un peu moins marqués, définis. Je me souviens de la première Audi A3 qui était claire. Là, Audi devient un petit peu trop lisse pour moi, alors qu'il y a d'autres constructeurs qui donnent du caractère. Donc voilà, vraiment. On comprend aussi qu'il y a une stratégie entre les trois marques premium, dont celle que tu as citée, Audi, Mercedes, on va dire, et BMW. Parce que Mercedes et BMW, c'est le même groupe, mais ils sont sur le même créneau d'âge. C'est-à-dire, vous avez remarqué peut-être Mercedes, c'est beaucoup rajeuni dans les lignes, etc. Oui. Avant, c'était la voiture du PP. C'est ça. On disait la c'est plus le cas. Aujourd'hui, plus du tout. C'est plus du tout le cas. Ça a bien changé totalement. Avant, c'était BM, la voiture du frimeur, et puis Mercedes, la voiture du papy. Aujourd'hui, Mercedes, moi, j'aime beaucoup Mercedes. Alors, si vous me suivez un moment, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais si on regarde l'intérieur d'une BMW et l'intérieur d'une Mercedes, ça se ressemble de plus en plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus de compteurs comme on les connaissait avant, on a plutôt des écrans géants, plutôt des doubles, voire des triples écrans. Maintenant, on est là. Dans une espèce de vaisseau spatial. C'est ça, c'est les cockpits. Ils appellent ça tous des cockpits. Voilà. Mais dans la stratégie d'Audi, justement, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'Audi veut rester plus traditionnel, veut rester plus non pas dans l'ancien monde. Oui, dans l'intérieur. Moi, je parle vraiment des lignes extérieures qui sont trop lissées. Moi, Cupra et Seat, je trouve que Seat se positionne un tout petit peu plus qu'Audi, et pourtant c'est le même groupe. De manière générale, surtout, je trouve que sur tous les modèles et sur toutes les marques, il y a une grosse évolution et une grosse montée de gamme. Globalement, quand on regarde les voitures, sans parler technique, elles sont plus jolies. Et effectivement, elles sortent un peu plus de l'ordinaire. C'est vrai que Audi, on les reconnaît même sans y connaître grand-chose pour le coup. Et alors, pardon, j'avais dit non, vas-y. Ta voiture idéale, ma voiture hors des essais d'ailleurs.
Ma voiture idéale, je crois qu'elle change en fonction de mes activités du jour. Du coup, tout ça mais j'aime beaucoup Audi. Non, mais j'aime beaucoup Audi. C'est juste que je trouve qu'il lisse un petit peu trop. Oui. Il perd en personnalité. C'est tout. Mais j'aime beaucoup Audi. Évidemment, on ne reviendra pas sur la voiture exceptionnelle qu'elle est. La voiture en Martinique. Je pense qu'il faut une voiture un peu surélevée parce qu'on se retrouve toujours dans des situations un peu rocambolesques, même quand on ne devrait pas. Automatique parce que les embouteillages. Pourtant, je suis très boîte manuelle parce que j'aime bien maîtriser mon véhicule et puis pousser un peu un rapport et être maîtresse à bord. Mais... Donc, c'est vraiment en fonction. Des fois, si j'ai une manuelle, je me dis, oh là là, une automatique, ce serait bien dans les embouteillages. Et puis, quand j'ai une automatique, je dis, oh là là. Mais bon, les palettes compensent aussi. Ce serait difficile pour moi de te dire quelle serait ma voiture idéale parce qu'elle diffère en fonction des besoins, oui, bien même sûr. si tu vois, j'aime bien l'Audi R8, mais en Martinique, une Audi R8, elle aimerait pas. Elle souffrirait trop. Il y a des voitures dont on ne peut pas réellement bénéficier effectivement ici par rapport aux routes, on en a parlé tout à l'heure. J'ai une dernière question, à défaut de la carte investigation, du coup je vais sortir la carte féministe. On en a déjà parlé, les femmes sont plutôt en force ici sur la bande AJM. Est-ce que pour toi c'est significatif d'observer l'avancée de la présence des femmes dans tous les domaines considérés plutôt comme étant masculins, ou est-ce qu'on devrait arrêter d'en parler et on devrait plus se poser la question? Est-ce que ça devrait enfin être normal? Moi je pense surtout qu'il faut qu'on se positionne nous. Avant de se demander où est la femme, etc., il faut qu'on fasse nos choix. Qu'est-ce que nous on veut faire et puis foncer. D'attendre qu'on nous offre des places. Si on veut cette place, on va la chercher en fait. C'est à nous Je pense que c'est une histoire de mentalité. Les hommes doivent aussi accepter que la place de la femme évolue. Comme je disais, quand j'ai commencé V8, j'ai vu dans les yeux des hommes qui m'accueillaient dans les concessions que oh là, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir raconter. Et puis j'ai gagné ma place parce que j'ai su me faire respecter et montrer que je maîtrisais mon sujet, que j'étais à ma place. Donc je pense que arrêtons de nous poser des questions, soyons des actrices de nos vies et soyons des actrices de la vie sociale. Tu ne pouvais pas mieux conclure ton portrait, je pense. Je vous demande d'applaudir très très fort donc Vanessa Gladon, athlète française au sein de l'équipe de France, multidisciplinaire, reconvertie aujourd'hui donc au journalisme, on l'a vu, et donc il fait V8 le samedi soir, carrément pas le vendredi soir. L'hypocrite, tu vois, les mecs sont hypocrites. Et puis on a été très heureux de te recevoir. Franchement, ne change rien, continue, améliore peut-être sûrement, mais parce qu'on a toujours amélioré les choses. Mais franchement, ce que tu fais aujourd'hui, moi je l'ai trouvé génial. C'est très gentil. J'ai envie de te dire, on est presque complémentaires. Tout à fait. On pourrait passer deux voitures les unes derrière les autres, on aurait deux essais qui disent la même chose mais avec des styles différents et c'est très agréable à voir et à écouter. Donc n'hésitez pas. En streaming en plus il suffit d'aller sur internet et de taper via TV V8 et vous avez tous les streamings qui replay, tout à fait. Heure par heure. Il y a l'application même via TV. Et donc le samedi avant les informations. Après, on rappelle les horaires. Après, j'aurais dû venir avec une pancarte. Après. On s'en fout s'il y aura un bandeau qui défile, mais dis-nous quand même les heures réelles, les jours, les heures et voilà. Alors c'est le samedi juste après le journal du soir et en rediffusion le dimanche matin, il me semble, de tête à 10h55. Voilà. Petit scoop, je n'ai même pas la télé, donc je regarde mes émissions sur internet. Tu vois donc c'est pour ça que je connais pas bien les horaires. Le dimanche matin c'est bien parce que c'est Automoto, c'est au moment d'Automoto. Juste après Automoto Turbo, l'émission est dans la foulée. Donc ce qui a été un grand stress d'ailleurs pour moi parce qu'il fallait que je sois au niveau. On applaudit encore très fort, merci à toi Vanessa. C'est la pub, on revient dans un petit moment. Merci encore, à bientôt Vanessa. Merci, à bientôt. Ciao. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto. Et ils sont tous de retour sur Maxi Martinique. On peut les applaudir quand même, non? Allez, Pour une fois, on n'a pas les micros à la main, donc on peut applaudir, c'est cool. Voilà. Alors, cette émission est également bien sûr filmée et diffusée sur grandautomobile.fr, vous le savez maintenant. Merci à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île. Est-ce que tu es d'accord, Léonore? Il est beau cet hôtel. Tout à fait.
Il est beau. Il est magnifique, surtout la salle dans laquelle on est aujourd'hui. Ah bah oui, comme quoi. Il va y avoir des histoires là. Je suis sûr qu'on va se taper Vous dessus verrez... pour savoir si on reste dehors ou si on se met à l'intérieur. Ouais, on va voir ça dans les voitures. On va venir sur le site pour voir les photos. Vous verrez, ça rend très bien. Ça va être super beau. Bon. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane qui est notre partenaire depuis des années. Merci à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique, dont le dernier a ouvert à Trinité. Bravo, bravo Léonore. Est-ce que tu as vu comme je l'avais préparé? Tu mets pas, je te jure. Faut pas qu'il change, hein, parce que là, là ils en ouvrent un, je sais pas où. On a le grand plaisir, j'ai le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui avec nous une jeune femme qui s'appelle Cybèle Dermini. Bonjour. Bonjour Cybèle. Cybèle est en fait, on va la présenter. Donc après un parcours de plus de 10 ans en grande distribution, elle rejoint le groupe Aubéry et Blue Automobile en 2008. Elle a pu évoluer au sein de cette structure et s'occupe actuellement le poste de chef des ventes au service entreprise, à l'espace entreprise, on va dire. C'est exactement ça. De Peugeot Martinique. D'accord. Et pourquoi tu es là, Cybèle? Simplement parce que donc grandautomobile.fr et Jimmy ont essayé la nouvelle 308 qui vient d'arriver sur le marché. Très bien. D'accord. Et donc cette nouvelle 308, nous on a essayé Jimmy en version GT. Ouais. Hein, en hybride. Voilà. Et donc la version GT, c'est toujours la version un peu haut de gamme, bien sûr chez Peugeot, hein, Cybèle. C'est le haut de gamme, c'est ça. C'est le haut de gamme. On n'a rien au-dessus. Alors. Vous avez été bien lotis. Oui. Voilà. On est d'accord. Donc, on peut quand même parler un peu de la voiture. Donc, auréolée par son succès sur le segment des berlines compactes, avec plus de 7 millions de véhicules vendus au fil des générations. Je parle de la 308 en général, hein, bien sûr. Eh bien, elle a aligné 42 prix internationaux, dont le titre de Car of the Year en 2014, la 308. Hein. Elle s'est fait souffler la place d'ailleurs cette année par, on peut dire, pas une concurrente, c'est le même groupe, par la DS4. Hein, elles étaient sur le podium toutes les deux. L'une ou l'autre aurait pu gagner. C'est la DS4 qui l'a emporté. Tout le monde a le droit à l'erreur, hein, c'est comme ça. Oui, mais c'est même pas ça. C'est que c'était une question de choix de style. À un moment donné, voilà, c'est le jury. En plus, cette année, c'était un jury de journalistes. Il n'y avait pas le public. Parce que d'habitude, il y a toujours le public et le public n'a pas joué sur la démarche. Ça a pu influencer le résultat. Donc la marque Lyon présente avec quelques ambitions sur le marché martiniquais sa toute nouvelle Peugeot 308 que nous avons essayé donc en version GT, je vous l'ai dit. Et bien sûr, c'est une voiture hybride de 225 chevaux qu'on a essayé. C'est ça. Donc, c'est important. Donc on est dans la mobilité. Exactement. La mobilité, on va dire éco, hein, c'est l'objectif. Hein. On y va tous. D'accord. Elle porte de surcroît le nouveau blason de la marque qui a changé. Exactement. C'est le nouveau visage de Peugeot. Ça sera la première voiture avec l'emblème de Peugeot. Alors sachez que bien sûr pendant qu'on parle il y a des images, hein, donc on voit la voiture évoluer. Côté technologie, donc la nouvelle Peugeot 308 propose des aides à la conduite de dernière génération. Le nouveau Peugeot iCockpit, voilà, évolue donc et intègre iConnect Advanced, un système d'infodivertissement intuitif. C'est ça. Et c'est vrai qu'il est vraiment intuitif, vous le verrez dans l'essai, parce que sur grandautomobile.fr, encore une fois, il y a l'essai vidéo. Hein. C'est ça. Et enfin, la Peugeot 308, fidèle au Power of Choice, propose des motorisations hybrides rechargeables, thermiques, essence ou diesel. Exactement. En fait, l'iCockpit fait partie de l'ADN de Peugeot. On le retrouve sur toutes les voitures. Donc, c'était le dernier véhicule à s'en équiper. Et à chaque génération de voitures, ils améliorent en fait l'iCockpit. Donc là, en fait, aujourd'hui, on peut, sur le volant, on peut maintenant régler ses ADAS, ce qui n'était pas le cas. Donc, tout est vraiment plus facile. Donc, plus ergonomique finalement, plus accessible. Plus ergonomique aussi. Et vous avez l'infotainment qui apparaît sur le combiné. Donc, on n'a plus à chercher des informations. On choisit, on peut personnaliser son combiné. Et donc, tout est à la lecture des yeux pour des raisons de sécurité aussi. Alors, en dehors de la ligne qui a été super réussie, ça c'est clair, net et précis, tout de suite on a un petit coup de foudre pour ce véhicule. Il y a aussi un effort qui a été fait en termes de matériaux. Enfin, on sent que sur cette 308, Peugeot a voulu proposer plutôt du premium qu'un véhicule moyen de gamme, on va dire. Exactement, Peugeot a la volonté d'aller sur du premium, donc on reconnaît dans la morphologie un peu le dress code des premiums. On peut reconnaître un peu l'allure de la série 1 par exemple. Elle a un capot qui est beaucoup plus allongé que l'ancienne morphologie. Ils ont reculé le pare-brise de 10 cm. En fait, c'est un capot dit carrossier. Donc, il est plat. Toute la morphologie, toute l'esthétique de la voiture part autour de ça. Elle est encore allongée par ce qu'ils appellent un soft nose. Donc, c'est une partie qui est à l'avant
du capot, qui permet bien entendu d'intégrer la calandre, mais en plus qui permet d'amortir les chocs et de protéger le capot. Donc c'est quand même pas anodin. Le pare-brise est reculé. L'empattement aussi du véhicule a évolué. Il est plus grand de 5,5 cm. L'intérêt, en fait, c'est qu'il y a plus de place pour le passager à l'arrière. D'accord. Donc on gagne en confort et en habitabilité. D'accord. L'autre intérêt aussi, il y a une petite anecdote, il y a une petite pièce qui est toute nouvelle sur ce véhicule qu'on ne retrouvera pas pour l'instant sur d'autres Peugeot. C'est la pièce pour cacher les écrous avec l'emblème de Peugeot. Et c'est vraiment une particularité de cette voiture. Particulière, donc, ok. Jimmy, donc toi, tu as essayé la voiture? Oui, j'ai eu le plaisir de l'essayer. Véhicule très agréable, je l'ai roulé pendant plusieurs kilomètres en tout électrique puisque c'était la version hybride de 225 chevaux. Alors ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on a une partie thermique, c'est pour les auditeurs pour qu'ils comprennent bien. On a une partie thermique et un moteur électrique qui peut être également rechargé par le démarrage du moteur thermique. On a la possibilité de choisir justement entre ces trois modes-là, enfin sur le Drive Select, le Drive Mode qui est au niveau de la console centrale. Oui. On a la possibilité de choisir soit le mode sport, tout électrique ou hybride. Voilà. Et donc lors de mon essai, j'ai fait plusieurs dizaines de kilomètres en tout électrique dans un silence total, un confort royal. C'est vraiment un véhicule très bien né, très bien conçu et avec un agrément réel. 225 chevaux, on a dit donc, c'est ça? Ouais. Au cumul, 225 chevaux? Oui, au cumul, oui. Et l'avantage justement de ces voitures ici, moi je le dis souvent dans mes essais, c'est que des voitures rechargeables, donc avec une possibilité bien sûr d'avoir une possibilité de rouler en tout électrique par rapport à un véhicule hybride où la batterie sert simplement en appui du moteur, c'est que vous pouvez faire du tout électrique. Et dans notre configuration de deal où on se déplace peu sur des trajets courts habituellement, le tout électrique fonctionne mais à merveille. Et donc si vous voulez, vous pouvez vraiment réduire avec la 308 votre consommation de façon draconienne, quoi. C'est vraiment fait pour ça en fait. 80% de la population fait moins de 50 km par jour. Et là on a une autonomie de 60 km en WLTP. On est beaucoup en embouteillage aussi, donc c'est un vrai confort acoustique parce que c'est un silence complet. Parfait. Donc c'est extrêmement apaisant. Ça ne gâche rien à l'agrément de conduite. Ceux qui ne connaissent pas la version électrique ont toujours une crainte par rapport à l'agrément de conduite. C'est 100% du couple immédiatement. C'est très dynamique. C'est vraiment et puis il n'y a pas de passage de vitesse, donc c'est vraiment très doux dans le déroulé. C'est un avantage. Alors on dit l'électrique au quotidien et le thermique pour aller plus loin. C'est bien dit. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions encore sur l'électrique ou l'électrique rechargeable. C'est dommage puisque au contraire c'est un véhicule qui aujourd'hui est très très bien adapté à... Vous savez, il y a un vieil adage, une vieille légende urbaine qui dit oui mais l'électrique c'est pas bon pour la Martinique puisqu'on a des mornes, c'est-à-dire qu'on a des côtes, des montées. Au contraire. Alors que... Au contraire, c'est un avantage parce qu'il y a un système régénératif, de frein régénératif qui recharge la batterie. Donc plus vous montez, plus vous descendez, plus vous allez pouvoir régénérer la batterie. Donc c'est un avantage. Alors Jimmy, l'autre, alors bien sûr on a parlé des lignes, on a parlé un petit peu de la motorisation, mais l'autre élément important c'est le confort. On a un confort, pas dire royal, mais redoutable. Avec cette version, alors dans la version GT qui nous a été attribuée à l'essai, les sièges sont enveloppants, ils sont très bien garnis. Les coloris sont au choix de la plupart des clients, mais c'est vrai que l'association blanc nacré et bleu un petit peu électrique de l'intérieur m'a beaucoup ravi. Quelque chose, voilà, mais c'est vrai que le confort en règle générale, Peugeot s'est très très amélioré au niveau confort intérieur. Le seul petit bémol, c'est que, alors c'est un avis personnel, c'est au niveau des contreportes, c'est au niveau des matériaux, il n'y a que la coudoir de contreporte qui a un aspect cuir. Oui. Un aspect mousse un peu, c'est ça? Voilà, un aspect mousse. Mais mis à part ça, 4-5 passagers peuvent très facilement être à l'aise à bord de ce véhicule-là. Oui. Vous parliez couleur aussi, il y a vraiment la possibilité avec ce nouveau véhicule de personnaliser, mais assez loin, son véhicule. Déjà avec le choix de la couleur qui va être à l'intérieur, on peut choisir 8 coloris, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et l'écran, on peut complètement le personnaliser. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez pu créer votre profil. En rentrant, il y a votre prénom qui s'affiche. Si vous avez alors j'ai essayé et j'ai pris 15 minutes avant de savoir comment mettre la radio.
Ah si. Du coup, il s'est mis à chanter lui-même. Voilà. D'où l'importance d'avoir une personne comme Cybèle quand tu achètes la voiture qui t'explique tout au moment où elle fait la prise en main. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tous les systèmes de connectivité à l'intérieur des véhicules sont très complets. La possibilité de pouvoir y accorder plusieurs téléphones, etc. Mais c'est cette vraie personnalisation, en tout cas chez Peugeot et avec l'iCockpit, c'est cette vraie possibilité de personnaliser son affichage. Ça, c'est totalement bluffant. En plus, on a la possibilité de passer sur l'afficheur central face au conducteur, soit en 2 ou 3 dimensions, avec un effet de profondeur lorsqu'on passe en 3D. C'est vraiment très, très appréciable. Alors, ça demande effectivement un temps d'adaptation, ce qui est normal. Mais une fois qu'on s'y est habitué, les touches sont intuitives, ça se fait de façon très fluide. Non, c'est vraiment très agréable. On peut même personnaliser les raccourcis qu'on peut avoir sur l'écran. Donc c'est ça, vraiment personnaliser finalement l'accès aux informations du véhicule à sa sauce, on va dire. Hein, d'accord. Alors, on va revenir à toi, Sybèle, dans un petit moment, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce que propose la 308 de série d'ailleurs en option, on se rend compte que ce sont des équipements qui sont plutôt dignes du segment supérieur, c'est clair. Je crois que c'est vraiment un choix de Peugeot, c'est de positionner son véhicule sur un segment plutôt premium. C'est ça. Et je pense qu'ils ont assez bien réussi par la qualité des matériaux, entre autres. Mais si on regarde un peu les aides à la conduite, il y a surveillance de l'angle mort, je ne vais pas toutes les dire, mais l'alerte arrière de trafic, nouvelle caméra de recul, aide au stationnement 360 degrés, accès démarrage main libre, un pare-brise chauffant, bon on s'en fout un peu chez nous, quoique au morne vert, en ce moment là au mois de décembre il a fait froid, hein. Donc parfois un siège chauffant ça peut être intéressant. Tu vas te faire assassiner par les gens du Morne-Vert. Ouais, mais quand même c'est vrai. Les Mordivornais. Non, exceptionnellement cette année. Les Mordivornais. Non, pas du tout. Les Verdimornais. Les Verdimornais. Oh là là, on est mauvais depuis ce matin. Merci Claire. Enfin, il y a beaucoup d'aide à la conduite. Mais bref, tout ça, il faut, pour bien le comprendre, il faut aller essayer la voiture, c'est sûr. Mais Sybèle, je revenais vers toi pour la partie entreprise cette fois. Oui. Puisque donc, bien sûr, comme c'est un véhicule qui est hybride, forcément, ça s'adresse aussi aux flottes de véhicules d'entreprise. Oui. Puisqu'aujourd'hui, les sociétés martiniquaises, elles ont elles ont la volonté, effectivement, la volonté de vraiment comportement un peu plus propre au niveau de. Et souvent, les choses commencent par les entreprises, souvent, parce qu'elles ont les moyens de le faire. Donc parle-nous un petit peu, parce que c'est ton métier, hein, finalement. Comment ça se passe quand j'ai une entreprise et que je veux changer ma flotte? Je viens de voir, je t'appelle. Oui, alors vous pouvez venir sur place et effectivement, il y a 3 commerciaux qui sont vraiment dédiés aux professionnels. Donc ils maîtrisent le financement des professionnels et le développement des arguments. Par exemple, il y a des arguments qui ne seront pas abordés avec un particulier. Quand on est sur l'hybride, on a une fiscalité qui est plus facile, bien plus agréable. Bien plus intéressante, on va dire, avantageuse. Qu'un véhicule thermique. Donc tout ça sera développé avec le client, notamment sur une hybride, on ne paye pas la TVS. C'est la taxe sur les véhicules de société. Et c'est important. C'est important, voilà. Et après, il y a le coût de possession, puisque c'est vrai qu'on va économiser par rapport à l'électrique. Donc après, va se poser, bien entendu, la question de la recharge. Donc, comment on peut recharger, qu'est-ce que je dois faire, comment je procède. En fait, plusieurs solutions s'offrent aux clients. On peut recharger sur une prise électrique. Tout le monde pense que ce n'est pas faisable. Oui, on peut recharger sur une prise électrique classique. Mais je pense que Peugeot, là, de toute façon, Peugeot Martinique amène, Blue Automobile amène des solutions, bien sûr. C'est clé en main, on aura une solution clé en main. Vous partez avec votre voiture, votre borne, et puis soit collective si c'est une entreprise, soit individuelle. Vous avez des solutions clé en main, finalement, hein, c'est ça. On y a pensé. D'accord, ok. Alors, une autre question, sur les 308 en Martinique, aujourd'hui, il y a quoi comme type de modèle? Est-ce que vous avez tout fait rentrer? C'est-à-dire vous avez rentré aussi l'essence et le diesel? Parce que je trouvais que c'était un peu surprenant. Alors là, ça ne vous concerne pas vous, ça concerne le constructeur, hein. Mais je te pose la question à toi, Sybèle. Je trouvais un peu surprenant que dans la gamme Peugeot aujourd'hui, on rajoute quand même le diesel. Alors qu'on est quand même dans une démarche où logiquement on doit le supprimer. Et là, on retrouve un modèle essence. Bon, là, on peut le comprendre, modèle thermique, puisque c'est 2035. Le modèle diesel, ça m'a un peu surpris. Je me dis, tiens, comment ça se fait qu'ils ont quand même mis à la gamme un diesel? Bon, ça, peut-être pas la réponse. Le client aussi doit avoir le choix de la motorisation pour des raisons. On a des clients qui roulent beaucoup, hein, quoi qu'il en soit. On a des clients qui sont sur 30 000 par an. À 30 000 par an, la question du diesel, quand même, se pose. Maintenant, il est vrai qu'on a quand même des difficultés sur les approvisionnements. C'est pas un produit qui sera forcément disponible. Donc là aujourd'hui, elle est disponible quand même malgré tout en diesel ou pas du tout. Vous en avez quand même quelques-unes. Voilà, on a des lignes en attente. Oui. Ok. Alors pour venir essayer une voiture chez Peugeot, c'est pas compliqué, hein, c'est pareil. On peut prendre rendez-vous sur Internet par exemple.
prendre rendez-vous sur à partir Internet. d'un essai d'ailleurs de grandautomobile.fr, parce que l'essai qu'on a fait de la 308, vous avez un lien qui vous permet d'aller demander l'essai directement chez Peugeot. Mais autrement, de toutes les façons, dès que vous venez voir un collaborateur en vente particulière comme en vente entreprise, il va forcément proposer l'essai. C'est un véhicule qui est très difficile là. Sur des ondes, c'est difficile de tout faire passer. On a besoin que le client rentre dans le véhicule et découvre la conduite, l'agrément de conduite de la 308. alors Cybèle, donc tu nous le redis, si on est chef d'entreprise, on est artisan, on est seul, ou si on a 15 employés et une flotte de 7 ou 8 voitures, voire plus, c'est quand même intéressant d'aller sur une hybride, et particulièrement sur une. Il y a vraiment des gains fiscaux qui vont être développés et qu'on va expliquer aux clients. Alors après, dans la gamme, il y a la i2008, il y a la i208, bien sûr, qu'on a essayé. Tout ça, c'est disponible. La i3008. On a aussi en utilitaire. On a des partenaires utilitaires électriques et l'expert utilitaire électrique. En utilitaire aussi. Oui. Ça fera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. On en reparlera aussi un petit peu de l'utilitaire, etc. Jimmy, donc, tu as encore des choses à dire sur la 308 ? Dans l'ensemble, non. On a tout brossé. Ouais, au niveau de... La partie 100% électrique, comment tu l'as trouvé finalement ? Parce que tu m'as dit que moi, tu as vraiment poussé sur le 100% électrique. Oui. Tu es parti de. Je suis parti de la concession Bleu Automobile. J'ai été jusqu'à Shellshare en tout électrique, et que ce soit au niveau des montées, des descentes. Et l'accélération, parce que tout le monde parle d'accélération. Cybèle l'a dit, et puis de toute façon, ça se retrouve chez toutes les électriques, c'est la réactivité immédiate. Au final, c'est le couple et la puissance immédiatement disponible. Donc maintenant, c'est vrai que lorsqu'on appuie un peu plus sur l'accélérateur, il y a le moteur thermique qui vient aider un petit peu. Mais en tout électrique, on a un agrément réel. On a des phases d'accélération qui sont franches, immédiates. Et après, c'est sûr que l'électrique, ça reste encore un confort et un silence indéniable, quelle que soit la marque. Donc, concernant cette 308 hybride, oui, ça a été un vrai plaisir. C'est un véhicule réellement à découvrir. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé les E2Girls. Les E2Girls, c'est ce que c'est, Eleonore ? Non, du tout. Tu n'as pas les E2Girls dans ta voiture ? Non. Bon, les E2Girls, c'est justement... Arrête de te foutre de moi. Je me fous pas de toi, je te jure. C'est longtemps en même temps. On va la prendre en photo. Clara, je te charge de la prendre en photo et on la diffusera, cette photo de voiture d'Eleonore, comme ça on saura. Hein ? Voilà, exactement. Hein, en ce moment, il y a un matelas dedans. Les U2Girls, ça a été inventé par Peugeot, c'est déposé d'ailleurs, les U2Girls, c'est ce que nous disait Cybèle tout à l'heure, c'est ces petits endroits qui nous permettent de personnaliser les accès aux informations. C'est ça, c'est des raccourcis. En fait, c'est des raccourcis, c'est des touches piano. Et en l'appuyant, on a directement le raccourci à l'écran ça peut être la climatisation, la radio. Appelez mon chéri par exemple, tu appuies sur le bouton, ça s'appelle ton chéri automatiquement, c'est génial, c'est fabuleux. Ouais. Tu t'arrêteras de mettre la clim avec ta pédale du coup. En tout cas, une dernière chose que je voudrais dire, Cybèle, je ne sais pas si tu es d'accord, moi je trouve que cette 308 se rapproche de plus en plus de la 308 finalement, qui elle-même est la voiture un peu phare, un peu premium de la marque. Oui. Et donc on se retrouve presque dans une 508 dans cette 308, tellement le côté premium a été réélevé. Oui, voilà. Elle est vraiment surprenante, c'est vraiment l'effet que ça nous a tous fait, on l'a vu avant le lancement sur les images, mais vraiment à l'arrivée, le nouveau coloris aussi qu'ils ont décliné, le vert olivine c'est une couleur un peu particulière. Ah, il est très beau. C'est joli, hein. Très très beau. Ça donne envie en tout cas. On va applaudir Cybèle Dermini. Merci Cybèle, merci d'être venue nous voir. Qui s'occupe de l'espace professionnel, l'espace entreprise, on va dire, chez Peugeot. Donc, c'est pas compliqué. Hein, vous avez deux bâtiments chez Peugeot. Quand vous traversez, quand vous prenez cette route du Larentie, là, vous avez un côté rocade où c'est les ventes de véhicules neufs. Et de l'autre côté, vous avez le service après-vente et le service professionnel. On est sur le parking du service après-vente. Tout à fait. On a un petit bloc où c'est écrit Peugeot Entreprise aussi. On mettra tes coordonnées, bien sûr, sur les images. Comme ça, on pourra te contacter si on est entreprise ou pas d'ailleurs. Avec plaisir. D'accord ? Je suis là pour ça. Avec plaisir. Merci Eleonore Théodose. Elle était magnifique aujourd'hui, vous avez vu Eleonore, avec des boucles d'oreilles assorties à ses robes, mais comme d'habitude je dirais. Hein, donc voilà. Vous savez, tout à l'heure, elle m'a fait un choc thermique tout à l'heure, à un moment donné, elle nous a quittés on était en train de boire un verre dans le club VIP, et tu nous as quittés pour aller je ne sais où. Et de dos, j'ai cru voir Tina Turner en concert en 1995 je faisais du modern jazz. Étant petite, je faisais de la danse et on m'appelait Tina à la danse. Je me trompe jamais. C'est mon côté... On peut applaudir. C'est un compliment. On peut le prendre comme ça. Merci à Clara. Clara qui nous a fait venir Vanessa. On était super contents de rencontrer une vraie sportive. Merci. Voilà, et elle nous a donné des leçons d'émotion, on dirait tout à l'heure. Hein. C'était vraiment sympa. Merci donc à Stéphanie Rome. Merci Stéphanie. Merci. Bon, avant de finir cette émission, on va prendre 5 minutes si vous êtes d'accord. Puisque Stéphanie, si Audrey me regarde me regarde pas parce qu'elle a son casque, elle a son téléphone, c'est très sympa hein, parce que voilà.
Au fond, Audrey, là-bas, si tu veux, dans mon sac, il y a une petite chose qu'il faut que tu m'amènes. Regarde bien au fond, tout au fond. Alors, moi, je voudrais dire que Stéphanie a 50 ans. Mais non. Lundi dernier. Donc, moi, j'ai dit joyeux anniversaire à Stéphanie. Je sais pas où tu les as rangés. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Elle est restée bien. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Merci. Il y a 2 sacs. Au fond, 5 voilà. décennies, ça y est. Et donc, comme c'est ses 50 ans, déjà, je les portes en lui chante bon très anniversaire, si vous êtes d'accord. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Joyeux anniversaire, Stéphanie. Ça y est, nos carrières sont lancées. Et qu'elle va ouvrir bien sûr devant nous, puisque c'est important. Tant pis, je sais que RMC Maxi va nous fracasser parce qu'on est en retard, mais c'est pas grave. Alors je vais faire assez vite, mais de toute façon, déjà avec le terme Lozéa, voilà, mes papilles. Oui, bien sûr, on est allé voir Thierry Lozéa, notre partenaire, évidemment. C'est le mois d'avril, c'est le moment d'aller acheter des chocolats chez. Oui. Alors fais attention parce que c'est un peu fragile. Je crois que ça s'ouvre par le haut, il me semble. J'ai cru voir ça. Une Miss Bélier alors. Merci à Jimmy Tomer en attendant que donc Stéphanie. Mais ça a été un cadeau. plaisir, comme d'habitude. Voilà. Est-ce qu'on a remercié Sibelle? Oui, on a remercié Sibelle. Bah, on peut toujours On la peut remercier. toujours la Merci remercier encore. On peut encore. l'applaudir une nouvelle fois. Hey. Bravo. Voilà. Et elle va regarder, elle va sortir son petit cadeau. Wow. Et voilà. Oh là. Et ben, Je c'est un. sais déjà que ce sera un délice. Ah, ça sera un Alors, délice. ça, un c'est beau du poisson au chocolat, voilà. Il faut décrire. Réalisé par notre Par les frères Lozéa. Par les frères Lozéa, bien sûr. Dire par Thierry, par Thierry, son frère. Ça donne trop envie. Vous étiez avec l'émission Grand Automobile, l'émission proposée par grandautomobile.fr, les experts auto sur Maxi Martinique. On vient de recevoir donc Cybèle d'Hermini de Peugeot. Alors merci donc d'être venu une fois de plus. Merci à vous. Donc merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans. Merci à l'hôtel Batelière, merci au Crédit Mutuel, merci à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile. Et bravo encore pour tes 50 ans. Mais tu les fais vraiment pas, hein, franchement. Pourvu que ça dure. Moi je croyais que c'était une petite minette de 30 piges. Bah non, 50 ans, elle les porte vraiment bien. Je rougis, hein. mais ça se voit pas. Ah, ça se voit pas. Hein. En plus, ça fait de la moto comme personne. On a des images là pour les émissions à venir. Waouh. Surprise. On vous laisse la surprise. Exactement. Merci encore. À bientôt. À bientôt. À la semaine Bye prochaine. bye.